Très chers développeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer à comprendre qu'est-ce qu'est la base de données MongoDB. Outre cela, nous allons faire une prise à main avec quelques astuces pour gérer vos données avec cette puissante base de données. MongoDB est un système de gestion des bases de données orienté documents. Un système de gestion de bases de données orienté documents. Oui, quand on gère les données des personnes par exemple, ça ne suffit pas tout simplement de dire son nom c'est Amadou, son pays d'origine c'est la RDC. Oui, ce sont des données relatives à une personne. Qu'en est-il alors si vous avez des millions et des millions de personnes? Allez-vous mémoriser toutes leurs données dans votre tête? C'est pratiquement impossible. Il vous faut des supports qui vous permettront une certaine organisation de vos données, peu importe la quantité. Ces supports peuvent être soit des papiers, oui, ça peut être aussi un système de gestion des bases de données. Avec les papiers, la gestion des données est très complexe. Ils occupent trop d'espace et on a vraiment difficile à trouver une information sauvegardée. Avec l'apparition des ordinateurs qui ont une puissance de traitement des données hors gamme, nous ont offert une opportunité d'une meilleure gestion des données avec ce qu'on appelle un système de gestion des bases de données. Mais qu'est-ce qu'un système de gestion des bases de données? C'est tout simplement un logiciel ou service qui permet de gérer les données. Il y en a plusieurs. Certains sont dits bases de données relationnelles et d'autres sont dits bases de données non SQL ou non relationnelles. En quoi se différencient-elles? C'est de la manière dont elles sauvegardent les données. Vous avez probablement déjà utilisé les bases de données relationnelles. La caractéristique principale pour ces bases de données est que les données sont stockées dans des tables où les colonnes représentent les propriétés et les lignes représentent les enregistrements distants. Prenons un exemple. Vous souhaitez stocker par exemple les informations d'une personne. Les données seront stockées comme suit. Nous aurons une table dont le nom sera par exemple personne. Les caractéristiques d'une personne seront présentées par les colonnes ici, ID, nom, pays, où nous avons un seul enregistrement avec toutes ses propriétés. Et si maintenant on veut attribuer à chaque personne la caractéristique numéro de téléphone, il peut arriver qu'une personne ait un seul numéro de téléphone, un autre deux, ainsi de suite. Pour représenter cela dans une base de données relationnelle, nous devons créer en plus de la table personne, une autre table pour stocker les numéros de téléphone, bien que ce soit une information qui est étroitement liée à une personne, mais avec une colonne qui établit une relation entre les deux tables, raison pour laquelle ces bases de données sont appelées relationnelles. Ce qui fait que nous devons joindre les données de plusieurs tables pour accéder aux informations d'une personne. Cette approche ressort à ce que l'on appelle la normalisation, qui est un processus qui consiste à définir les contraintes de ce que seront les données de telle manière à éviter la redondance des données. Par exemple ici, dupliquer certaines informations d'une personne dans une table parce qu'elle a plusieurs numéros de téléphone. Autre chose, étant donné que les données sont en relation entre elles, pour la plupart des bases de données relationnelles, les données doivent se retrouver dans un seul serveur. Lorsque maintenant la quantité de données évolue et que le serveur qui héberge la base de données reçoit maintenant une quantité considérable de requêtes de la part du client, vous aurez certainement besoin de nouvelles ressources matérielles pour une bonne expérience des clients. En effet, la plupart des bases de données relationnelles font objet d'une évolutivité ou scalabilité verticale, c'est-à-dire ajouter de nouvelles ressources au même serveur en ajoutant par exemple une nouvelle RAM ou un nouveau processeur plus performant. Cette scalabilité est très coûteuse parce que vous serez appelé à vous procurer des matériels à haute performance dont le prix est très cher. Notez que le langage au centre de toutes les bases de données relationnelles pour manipuler les données est le langage SQL, Structured Query Language. Qu'en est-il alors des bases de données non SQL ou non relationnelles? Non SQL ne veut pas dire pas SQL, mais ça veut dire plutôt pas seulement SQL, not only SQL. Pour dire tout simplement qu'on n'a pas seulement besoin d'utiliser le célèbre langage SQL pour manipuler les données. À la différence avec les bases de données relationnelles, les bases de données non SQL ne stockent pas des données dans des tables qui sont en relation entre elles.
Ce n'est pas que les bases de données non relationnelles ne peuvent pas stocker des données en relation, mais elles le font à leur manière autre que celle des bases de données relationnelles. Il y a plusieurs catégories de bases de données non relationnelles, dont les bases de données paires, clé valeur, les bases de données orientées colonnes, les bases de données orientées graphes, les bases de données orientées documents. MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents. Contrairement aux bases de données relationnelles qui stockent les données dans des tables dont les colonnes représentent les propriétés des données et les lignes, les enregistrements distants, dans une base de données MongoDB, les enregistrements sont représentés par les documents rangés dans des collections. Un document dans une base de données MongoDB est tout simplement une structure JSON, JavaScript Object Annotation, qui est un format de données pour représenter un objet comme dans une structure à clé valeur, où la clé représente la propriété de l'objet. L'objet est représenté par les accolades. La clé, qui est une chaîne de caractères, représente la propriété de l'objet. Puis, deux points. Ensuite, nous avons la valeur qui peut être soit une chaîne de caractères, une valeur numérique, un booléen, un tableau ou encore un autre objet. Pour représenter la manière dont les données d'une personne peuvent être stockées dans la base de données MongoDB, nous devons avoir par exemple la collection personne dans laquelle on retrouve les documents suivants qui représentent un enregistrement unique. Les clés de cette structure JSON représentent les propriétés avec leur valeur. Qu'est-ce qui se passera ici si on veut ajouter la propriété numéro de téléphone? Comme il est évident qu'une personne ait un ou plusieurs numéros de téléphone, dans une base de données orientée documents, on part du principe selon lequel les données qui sont interrogées ensemble doivent d'idéal rester ensemble. Ici, comme une personne peut avoir un ou plusieurs adresses, il faudra avoir une propriété dans les documents. Propriété téléphone comme un tableau et les éléments du tableau, les différents numéros de téléphone. Par défaut, MongoDB est flexible quant à ce qui concerne la manière dont vos données doivent être structurées. C'est-à-dire, vous pouvez stocker n'importe quel type de données dans n'importe quel document de la manière dont vous souhaitez. En tout cas, il n'y a pas de normes. Avec MongoDB, comme toute autre base de données non relationnelle, même la redondance des données est autorisée. Vous pouvez modifier la structure de vos données quand vous voulez, d'où le concept de normalisation. En termes d'évolutivité ou de scalabilité, la base de données MongoDB fait objet d'une scalabilité horizontale. Cela revient à ajouter de nouveaux serveurs en parallèle pour mieux répondre aux requêtes des clients dans les cas où ces derniers deviennent considérables, ce qui paraît moins coûteux que la scalabilité verticale. Par la suite, nous allons voir comment mettre sur pied une base de données MongoDB, de la création de la base de données en passant par l'insertion des données, l'interrogation des données, ainsi que les autres opérations de mise à jour, à savoir la modification, ainsi que la suppression. Vous devez avoir installé MongoDB dans votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger sur son site officiel. Pour travailler en local, vous devez vous situer sur On-Premise MongoDB Locally et cliquez ici sur Téléchargement pour télécharger le setup. Vous devez aussi installer MongoSH, qui est une interface à ligne de commande qui vous permettra d'exécuter les commandes pour manipuler votre base de données, que vous pouvez aussi retrouver sur ce lien. Vous y trouverez aussi la procédure d'installation. Pour mon cas, tout est déjà installé. Je vais donc lancer l'invite de commande. Et la toute première commande que je vais taper, c'est la commande MongoSH qui me permet tout simplement d'accéder à l'application en ligne de commande pour gérer les bases de données MongoDB. Je vais donc valider. Comme vous pouvez voir, ça m'affiche les informations sur MongoDB, les liens de connexion à la base de données, la version de MongoDB, du programme en ligne de commande MongoSH. Déjà là, vous pouvez voir test. Au fait, c'est la base de données courante qui est la base de données par défaut. La commande qui permet d'afficher toutes les bases de données, c'est la commande showdbs. Je vais valider.
Comme vous pouvez voir, test qu'on a appelé tantôt base de données ne s'affiche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que MongoSH considère une base de données créée comme vraiment une base de données quand elle a au minimum une collection contenant au moins un document. Donc, la base de données par défaut test n'a pas de collection contenant des documents, raison pour laquelle elle ne peut pas être affichée sur cette liste. Pour basculer d'une base de données à une autre, on utilise la commande use suivie du nom de la base de données qu'on souhaite accéder. Ici, je vais par exemple accéder à la base de données KelassiDB. Lorsque je valide, déjà vous pouvez voir que la base de données courante n'est plus test, mais plutôt Kelassi. Pour créer une base de données, on utilise la même commande use suivie du nom de la base de données qu'on souhaite créer. Je vais donc créer la base de données par use. Ma base de données, ça sera ma BD. Je vais valider. La base de données est déjà créée. Je vais afficher les bases de données par show DBS. On peut voir que la base de données MaDB ne s'affiche pas. Tout simplement, rappelez-vous, la base de données doit avoir au moins une collection contenant au moins un document pour être considérée base de données dans MongoSH. Voyons maintenant comment ajouter les données dans une base de données MongoDB. D'abord, vous devez savoir que la base de données courante se retrouve dans un objet prédéfini dont le nom est DB. Remarquez, lorsque je tape DB et valider, vous pouvez voir comment retourne le nom de la base de données MaDB. C'est au travers de cet objet que toutes les méthodes que nous allons utiliser relatives à cette base de données seront appelées. Je vais effacer la console par la commande CLS. Ainsi donc, pour ajouter les données dans la base de données, à l'objet DB, je vais associer la collection dans laquelle je souhaite stocker les documents. Ça sera la collection. Je vais mettre .utilisateur. Puis, à ceci, je vais appeler la méthode insert_one, qui est une fonction qui permet d'ajouter juste un seul document dans la collection utilisateur de la base de données MaDB. En paramètre, je vais passer un objet comme un objet JavaScript. Je vais mettre ici nom. Comme valeur, je vais mettre Louis Moussole. Âge, je vais mettre 26. C'est comme une fonction que nous appelons. Au fait, les commandes MongoDB sont très proches et similaires à la syntaxe du langage de programmation JavaScript. On appelle des fonctions, on y passe des paramètres, ainsi de suite. Lorsque je valide, et oui, vous pouvez voir que ça nous retourne un objet avec deux propriétés. Nous n'avons pas eu besoin de définir la manière dont la donnée sera stockée, comme on le fait avec les bases de données relationnelles, où il faut d'abord créer des tables, définir toutes les contraintes possibles de la donnée qui seront enregistrées. Mais avec MongoDB, nous avons juste passé un objet en paramètre et ça a marché. Il n'y a pas vraiment de normes comme c'est le cas avec les bases de données relationnelles. Avec ça, nous pouvons ajouter tout ce que nous voulons dans la collection utilisateur. On n'a pas besoin d'avoir les documents avec les mêmes attributs ou propriétés. MongoDB est très flexible en termes de la structuration des données. Nous pouvons ajouter un autre document ici, toujours par db.utilisateur.insert_one. Pour la propriété nom, je vais mettre Amani Bissimois. Âge, je mets 25. Au fait, on n'a pas besoin d'avoir les objets avec les mêmes propriétés. Pour ce deuxième document, je peux ajouter d'autres propriétés. Par exemple ici, téléphone. Là, je mets please 243 97 comme suit. Et quand je valide, oui, sans aucun problème, ça marche toujours. Nous pouvons même imbriquer d'autres objets dans un autre.
Par exemple, je vais enregistrer un document dont le nom est par exemple Dodi Mwene Kono. Âge, je mets 28. Téléphone, je vais apporter juste une légère modification comme ceci. Je vais ajouter une nouvelle propriété adresse qui est aussi un objet avec comme propriété ville, comme valeur je mets Uvira. Une autre propriété commune, là je mets Mulongwe. Et quand je valide, waouh, ça marche toujours. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter plusieurs documents à la fois grâce à la fonction insert many. Ainsi donc, à la base de données DB, toujours à la collection utilisateur, je vais appeler la fonction insert many. Cette fonction prend en paramètre un tableau d'objets qu'on souhaite ajouter dans une collection d'une base de données. Le premier objet du tableau sera bien sûr un objet avec la propriété nom. Je vais mettre Alain. Oui, une seule propriété. Le deuxième objet, non, je vais mettre Wabala. Good. Vous pouvez mettre autant d'objets que vous souhaitez. Je vais valider. Waouh, ça marche. Maintenant, nous avons une base de données qui contient une collection avec déjà des documents. Je vais maintenant essayer d'afficher les bases de données par show DBS. Et oui, vous pouvez maintenant voir la base de données MADB s'afficher sur la liste des bases de données. Pour visualiser les collections de la base de données, on utilise la commande show collections. Et quand je valide, vous pouvez voir la collection utilisateur s'afficher. C'est cool. Voyons voir comment on peut supprimer une base de données. Là, il faut juste appeler à l'objet DB la méthode drop database. Comme ceci, je vais valider. Et oui, on peut voir cet objet qui est retourné et affiché sur la console avec deux attributs awk qui a comme valeur 1, c'est-à-dire que ça s'est bien passé. Maintenant, essayons d'afficher de nouveau les bases de données. Show DBS, on peut voir que la base de données MADB n'est plus sur la liste. Voyons maintenant comment récupérer les données dans la base de données et les afficher sur la console. Avant cela, je vais d'abord ajouter une série de données dans cette base de données. Je vais donc de nouveau appeler la méthode insert many. Là, comme paramètre, je vais copier les tableaux de données que j'ai préparés déjà dans ce fichier JS avec un tableau de 10 objets. Je vais fermer la parenthèse, puis valider. Waouh, ça marche. J'ai 10 documents qui ont été ajoutés dans la collection utilisateur de la base de données MADB. Pour récupérer les données de la base de données et les afficher sur la console, là, on appelle à l'objet DB, bien sûr à la collection utilisateur, la fonction found. Cette fonction récupère tous les documents de la collection et vous les affiche. Je vais valider. Et oui, vous pouvez voir que toutes les données de la collection utilisateur s'affichent sur la console. Notez que chaque enregistrement ou chaque document possède un attribut nommé barre de 8 ID avec une valeur qui a été générée automatiquement par MongoDB. La fonction found a plusieurs cas d'utilisation. Au fait, c'est elle qui nous permet d'interroger la base de données. Avec cette flexibilité de MongoDB, une base de données sans norme sur la définition des données, ici, nous avons des documents dans une même collection avec des propriétés différentes.
d'autres avec des objets imbriqués, d'autres avec des tableaux. Les défis semblent être grands, mais MongoDB a vraiment surenversé les défis en dotant aussi des moyens impeccables pour interroger votre base de données à la limite de votre imagination. On ne verra pas certainement tout. On verra ce que vous ne pouvez pas vraiment vous en passer lorsque vous travaillez dans un projet avec MongoDB comme base de données. Qu'est-ce qu'on fera si par exemple on souhaite afficher juste une partie des données de la collection? Par exemple, au lieu de retourner toutes les données, je vais juste afficher 3 documents. Là, je dois appeler à l'objet DB, à la collection utilisateur, la fonction found, bien sûr, mais ici, je dois faire un chaînage de fonctions comme on le fait toujours avec JavaScript. Appeler ensuite la fonction limite. En paramètre, ça prend une valeur numérique entière pour préciser le nombre qu'on souhaite afficher. Là, je mets 3. Je vais donc valider. Comme vous pouvez voir, il n'y a que 3 documents qui sont affichés. Nous avons aussi la possibilité de ranger les données, c'est-à-dire ranger les données selon un certain ordre, soit ordre croissant ou décroissant. Et cet ordre, normalement, doit être relatif à un ou plusieurs propriétés spécifiques. Vous pouvez vouloir, par exemple, afficher des données qui seront rangées par les valeurs de la propriété non, selon l'ordre croissant. Là, toujours à ceci, je vais ajouter une nouvelle chaîne d'appel de fonctions par .sort, qui est une fonction qui prend en paramètre un objet dont le nom de la propriété sera le nom de la propriété du document sur lequel je souhaite appliquer l'ordre. Pour mon cas, c'est la propriété non. Comme valeur, ça doit prendre soit 1, si vous voulez ranger selon l'ordre croissant, soit -1 si vous voulez ranger selon l'ordre décroissant. Je vais mettre 1 pour ranger selon l'ordre croissant. Je vais donc valider. On nous affiche les 3 premiers documents de la collection utilisateur. Comme vous pouvez les remarquer, les documents sont rangés selon l'ordre croissant des noms. Nous avons la possibilité, telle que je l'ai dit tantôt, de ranger les données selon plusieurs attributs. Par exemple, je vais d'abord enlever l'appel de la fonction limite pour afficher toutes les données. Nous pouvons souhaiter ranger les documents selon les noms, oui, mais nous voulons définir un deuxième critère d'ordre à la propriété âge, par exemple. Ça sera une deuxième propriété de cet objet en paramètre que je vais attribuer la valeur -1, par exemple. Je vais valider. Les données sont rangées selon l'ordre croissant des noms. L'âge serait pris en compte si l'on se retrouvait par exemple avec 2 documents dans la collection qui ont un même nom. Là, l'ordre serait alors défini par la propriété âge de manière décroissante, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Que faire si nous souhaitons afficher les données d'une collection par des conditions? Par exemple, afficher les données de l'utilisateur dont le nom est Louis Moussolé. Là, je vais faire db.utilisateur.found. Cette fois-ci, la fonction found devra avoir des paramètres. Je vais passer comme paramètre un objet et là, la propriété sera nom, propriété à partir de laquelle je vais effectuer ma condition. Là, comme valeur, je mets la valeur que je veux tester. Je mets donc Louis Moussolé. Avec ceci, nous voulons dire tout simplement à MongoDB d'afficher les documents de la collection utilisateur de la base de données courante dont le nom est Louis Moussolé. Lorsque je valide, et oui, vous pouvez voir que nous avons juste un seul document qui s'affiche dont la propriété nom a comme valeur Louis Moussolé. Pour les valeurs numériques, dans l'objet où j'ai défini les critères, je vais mettre âge et là, je définis directement la valeur sans les guillemets, par exemple 28. Quand je valide, on m'affiche les documents dont l'âge est 28. Il y a moyen avec MongoDB de combiner plusieurs conditions par les opérateurs logiques et ou.
en anglais and et or. Par exemple, si vous souhaitez afficher les documents dont le nom est Louis Mussolé et âge est égal à 26, là on doit utiliser l'opérateur AND. db.utilisateur.found, comme on l'a dit, ça prend en paramètre un objet pour stipuler la condition. Là on met l'opérateur qui commence toujours par le signe $, and, je vais mettre 2 points comme valeur. C'est un tableau dont les éléments sont les conditions à définir comme objet. Là, je mets le premier objet comme première condition, nom, qui doit être égal à Louis Mussolé. Le deuxième objet, comme deuxième condition, je mets âge, qui doit être égal à 26 ans. Je vais valider. On peut voir qu'on nous affiche ce document dont le nom est Louis Mussolé et l'âge est 26 ans. Si je modifie ici et que je mette par exemple 28, quand je valide, rien n'est retourné. Avec l'opérateur et ou and en anglais, toutes les conditions doivent être respectées. Quand on exécute la même requête, cette fois-ci avec l'opérateur OR, je vais valider. Et oui, 2 documents nous sont affichés, tous répondant au moins à une condition. Celui-ci, la propriété nom a comme valeur Louis Mussolé. Cet autre, la propriété âge a comme valeur 28. Avec l'opérateur logique ou OR en anglais, il suffit juste qu'une condition soit vérifiée pour retourner le document. Il y a façon avec MongoDB d'effectuer des requêtes complexes. Là, la structure du paramètre de la fonction found va changer un peu. db.utilisateur.found. En paramètre, on passe bien sûr l'objet pour la condition. Supposons qu'on souhaite afficher les documents dont l'âge n'est pas égal à 26. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on fera? L'attribut de l'objet sera âge, mais ici, la valeur ne sera plus du type primitif, comme un entier, une chaîne de caractères ou un booléen, mais ça sera plutôt un objet, comme suit. L'attribut sera un opérateur MongoDB. Pour notre cas, on souhaite afficher les documents dont l'âge n'est pas égal à 28. Je vais donc mettre l'opérateur, ça commence toujours par le signe $, puis NE, qui veut dire not equals. Comme valeur, je mets 26. Je vais valider. Et oui, on m'affiche tous les documents à part ceux-là ou celui dont l'âge est 26 ans. Il existe plusieurs opérateurs, par exemple l'opérateur d'égalité. Là, je mets et qui veut dire en anglais equals. Quand je valide, on m'affiche les documents dont l'âge est égal à 26. En plus de ces opérateurs, il existe aussi des opérateurs comme GT, qui veut dire greater than, supérieur ou égal. Il y a l'opérateur GTE, greater than equals, supérieur ou égal. Il y a l'opérateur LTE, less than, inférieur. Il y a l'opérateur LTE, less than equals, ou inférieur ou égal. Bien, nous avons la possibilité ici de combiner plusieurs opérateurs. Par exemple, afficher les documents dont l'âge est compris entre 26 et 30. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ça sera GTE, greater than equals, supérieur ou égal à 26. Et comme deuxième propriété, ça sera less than equal, LTE, inférieur ou égal à 30. Lorsque je valide, ça m'affiche les résultats attendus. On peut voir tous les documents dont la valeur de la propriété âge est compris entre 26
et 30. Il y a une autre forme de requête complexe où vous pouvez être amené à voir si une valeur existe ou pas dans un tableau. Là, on fait db.utilisateur.found. Je vais appliquer la condition sur l'attribut non. Et l'opérateur ici, c'est in, qui veut dire en français dans, qui prend comme valeur les tableaux dans lesquels il faut vérifier. Et là, je vais mettre Louis Musole, Blaise Mutambala, et bla bla bla. Lorsque je valide, comme vous pouvez voir les résultats, nous avons les documents dont les noms est Louis Musole et Blaise Mutambala, tout simplement parce que ce sont les documents dont les valeurs de l'attribut de la propriété non se retrouvent dans ces tableaux. Nous avons aussi la possibilité de faire le contraire, c'est-à-dire afficher les documents dont la valeur de la propriété non ne fait pas partie de ces tableaux. Là, l'opérateur a utilisé c'est NIN, not in, pas dans en français. Lorsque je valide, on m'affiche tous les documents qui respectent la condition définie. On ne peut pas voir par exemple les documents dont le nom est Louis Musole. Voyons comment faire une requête de documents qui possèdent un attribut ou pas. Là, qu'est-ce qu'on fait? db.utilisateur.found. Je vais afficher les documents qui ont l'attribut adresse. Ainsi donc, la propriété de l'objet de la condition sera adresse. La valeur qui est aussi un objet. Là, l'opérateur sera existe avec comme valeur true si l'on souhaite bien sûr afficher les documents qui ont l'attribut adresse. Quand je valide, on m'affiche tous les documents qui ont la propriété adresse. Pour faire le contraire, il faut juste modifier ici. Au lieu de true, il faut mettre false. Lorsque je valide, on m'affiche que les documents qui n'ont pas la propriété adresse. Comme vous pouvez voir, il y a certains documents qui ont la propriété avec comme valeur un tableau. Il s'agit de la propriété passe-temps. Voyons maintenant comment faire une requête sur les éléments d'un tableau. C'est simple. db.utilisateur.found. Comme paramètre de la condition, on précise la propriété dont la valeur est un tableau. Ici, passe-temps, des points. Et ici, comme valeur, je souhaite afficher les documents qui contiennent sport comme élément du tableau. Lorsque je valide, ça nous affiche tous les documents dont la propriété passe-temps, qui est un tableau, a comme élément sport. Maintenant, voyons comment faire des requêtes sur des objets imbriqués. db.utilisateur.found. Là, on met la propriété entre guillemets, adresse, puis point. Et là, on met le nom de la propriété imbriquée. Ville, par exemple, qui est égal à, je vais mettre Kinshasa. Quand je valide, on peut voir le document qui est affiché et celle dont la ville, qui est une propriété de l'objet imbriqué, adresse, est égale à Kinshasa. Jusque-là, nous avons juste passé un seul paramètre dans la fonction found, qui est un objet qui nous permet de définir les critères des documents qui doivent être affichés. Ce n'est pas tout. Cette fonction peut aussi prendre un deuxième paramètre pour projeter quelles valeurs de quelles propriétés seront affichées.
Il peut arriver que nous ayons, lors de l'affichage, besoin juste des valeurs des propriétés nom et âge seulement. Là, qu'est-ce qu'on fait? db.utilisateur.found. En premier paramètre de cette fonction, je vais mettre un objet. C'est l'objet qui définit les critères d'affichage. Je vais juste mettre un objet sans aucune condition, un objet vide. Maintenant, en deuxième paramètre, qui est aussi un objet, c'est là que je vais définir qu'est-ce qui sera affiché et qu'est-ce qui ne sera pas affiché. Par exemple, je souhaite afficher nom et âge. Là, les propriétés de cet objet seront nom. Comme valeur des propriétés de cet objet, ça prend soit 1 ou 0. 1 si l'on souhaite afficher, 0 si l'on ne souhaite pas afficher. Pour nom, je mets 1 comme je souhaite l'afficher, tout comme pour âge, je mets aussi 1. Le reste par défaut, MongoDB va considérer qu'ils ne seront pas affichés. Lorsque je valide, nous constatons que c'est vrai. Il y a les noms ainsi que âge. On ne voit pas les autres propriétés, comme par exemple la propriété adresse, passe-temps. Mais remarquez ici, nous voyons la présence de la propriété ID, qui est bel et bien là. Nous pouvons forcer son nom affichage. Là, dans ce tableau, je vais ajouter la propriété barre de 8 ID, que je vais attribuer la valeur 0. Lorsque je valide, et oui, les documents sont juste affichés avec les propriétés nom et âge. On peut dire par exemple, non, je ne souhaite que ne pas afficher l'ID par exemple. C'est simple, dans cet objet, il faut juste définir la propriété ID comme suit, avec comme valeur 0. Lorsque je valide, toutes les propriétés des documents sont affichées à part la propriété ID. Il y a une variante de la fonction found qui permet de récupérer uniquement les premiers documents de la série des documents qui respectent la condition de la requête. Il s'agit de la fonction find1 db.utilisateur find1 comme ceci. Et quand je valide, on m'affiche qu'un seul document, les premiers de la liste. Jusque-là, nous avons vu comment ajouter les données dans la base de données, comment récupérer les données de la base de données. Nous allons voir maintenant comment faire des mises à jour, modifier et supprimer. La fonction qui est utilisée ici, c'est la fonction update1. db.utilisateur.update1. Le premier paramètre, c'est la condition comme un objet. Là, je vais récupérer la propriété ID et sa valeur de ce document et la définir comme condition à ce niveau. Et le deuxième paramètre de cette fonction, c'est l'opération qu'on souhaite faire. Ici, on doit mettre un opérateur. Qu'est-ce qu'on souhaite faire ici? On souhaite juste modifier la valeur d'une propriété. Là, on utilise l'opérateur set avec comme valeur un objet dont la propriété est la propriété du document qui respecte la condition et qu'on souhaite modifier. Et comme valeur, ce sera la nouvelle valeur qu'on souhaite attribuer. Ici, je mets 30. Lorsque je valide, on me retourne cet objet avec ses valeurs, certainement que la modification a reçu. Je vais réafficher les documents db.utilisateur.find dont l'id est celui-ci. Vous pouvez voir que l'âge est devenu 30. C'est la même façon qu'on peut faire si l'on souhaite modifier la valeur d'un objet imbriqué. Mais là, comme on l'a fait précédemment avec la fonction find, les noms de l'attribut ou de la propriété, on les met entre guillemets, adresse, et ajouter ici point, puis les noms de la propriété de l'objet imbriqué, point ville par exemple. Comme valeur, je mets Paris. Je vais valider, ça marche. Je vais afficher de nouveau le document. Comme vous pouvez voir, ce document avant
n'avait pas la propriété adresse. Mais avec l'opérateur set, lorsque la propriété définie n'est pas encore dans le document, ça la crée automatiquement. Là, je vais ajouter une nouvelle propriété à l'objet imbriqué adresse. Ça sera maintenant commune. Comme commune, je mets blablabla comme ceci. Je vais valider et réafficher encore une fois le document. Vous pouvez voir que cela a juste mis à jour la propriété adresse en ajoutant la nouvelle propriété et sa valeur. Il y a plusieurs opérateurs qui existent pour mettre à jour les données d'un document. On peut par exemple juger bon d'ajouter un élément dans un tableau. Là, je vais utiliser l'opérateur push db.utilisateur.update1. Comme condition, je vais mettre le même ID. En deuxième paramètre dans cet objet, l'opérateur c'est push. Et comme valeur qui doit être un objet, je mets le nom de la propriété qui a comme valeur du type tableau. Ici, passe-temps. Et comme valeur à ajouter, je mets tennis comme suit. Je vais valider. Ça marche. Je vais afficher ces documents. Et oui, comme vous pouvez voir, cette propriété n'existait pas. Mais avec l'opérateur push, ça l'a créé automatiquement avec le nouveau élément tennis. Il y a possibilité d'ajouter plusieurs éléments à la fois. La passe-temps aura comme valeur un objet avec comme propriété un nouveau opérateur qui est l'opérateur each, qui a aussi comme valeur un tableau de valeurs qu'on souhaite ajouter. Je vais mettre football, musique, jeux vidéo. Je vais valider, ça marche. Lorsque j'affiche, et oui, le tableau a maintenant 4 éléments. Nous pouvons aussi faire le contraire en enlevant les éléments dans un tableau. Ici, l'opérateur à utiliser, c'est l'opérateur pop. db.utilisateur.update1. Je vais mettre la même condition. L'objet du deuxième paramètre, je vais définir l'opérateur pop avec comme valeur un autre objet qui a comme propriété le nom de la propriété tableau qu'on souhaite retirer un élément. Ceci prend comme valeur un entier, soit -1, si l'on souhaite retirer le premier élément du tableau, 1, si l'on souhaite retirer le dernier élément du tableau. Je vais mettre -1. Je vais donc valider. Lorsque j'affiche le document, et oui, le tableau a désormais 3 éléments. Le premier élément tennis a été retiré du tableau. Lorsque je mets ici la valeur 1, je vais encore valider et afficher les documents. Le dernier élément a été retiré aussi. Il nous reste juste 2 éléments. C'est cool. Il y a aussi la fonction replace one qui est aussi utilisée pour modifier un document. Voyons comment ça marche. db.utilisateur.replace1. Je vais mettre les mêmes ID. Non, je vais mettre juste nouveau nom. Je vais valider. Ça marche. Je vais afficher les documents en question. Ouf. Remarquez, il n'y a que la propriété nom qui existe. Tous les autres ne sont plus là. À la différence avec update1, replace1 remplace tous les documents par les valeurs assignées en deuxième paramètre. Il y a une autre variante de fonction replace1 et update1, respectivement la fonction
replace many et la fonction update many, qui ont tous le même rôle, celui de modifier un document, selon les cas bien sûr. Mais à la seule différence, ces dernières permettent de modifier plusieurs documents répondant à une certaine condition. En tout cas, ça fonctionne de la même manière. Enfin, pour supprimer, nous pouvons utiliser la fonction delete one. db.utilisateur.delete one. Là, on précise aussi juste la condition de suppression. Ici, je vais supprimer ce document avec cet ID. Je vais donc valider. Ça marche. Quand j'essaie d'afficher ces documents, en tout cas, rien ne s'affiche. Ça n'y est plus. Vous avez aussi la possibilité de supprimer plusieurs documents à la fois en utilisant la fonction delete many. Ça prend aussi comme paramètre la condition à prendre en compte. Je vais supprimer par exemple tous les documents de personnes qui habitent dans la ville d'Uvira, par exemple. Je mets db.utilisateur comme fonction. Je vais appeler la fonction delete many. Comme condition, ville c'est une propriété qui se trouve dans l'objet imbriqué adresse. Dans l'objet de la condition, la propriété sera donc entre guillemets adresse.ville. Et comme valeur, je souhaite supprimer tous ceux qui habitent à Uvira. Je mets donc Uvira. Quand je valide, merde, aucun document n'a été modifié. Delete count est à 0. J'ai donc mal saisi Uvira. Ça doit commencer par une lettre majuscule. Au fait, MongoDB est sensible à la casse. Je vais donc valider. OK, 6 documents ont été supprimés. Cool. Je vais donc afficher tous les documents. Il ne me reste que 5 ou 6 documents. Bien. Pour quitter l'application Mongo SH, il suffit juste de valider la commande exit. Nous ne pouvons pas couvrir tous les aspects de cette puissante base de données, mais avec ce qu'on vient de voir, ça vous permettra sûrement de bien vous lancer. Le reste, vous pouvez trouver les informations nécessaires sur la documentation officielle disponible sur le site de MongoDB. Là, vous trouverez sûrement tous les cas qui peuvent répondre à toutes vos exigences et contraintes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Du reste, portez-vous bien, à la prochaine. Bye.